Bonjour, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Nathalie Simanuel, je suis cofondatrice de KPM Impact et précédemment, j'étais directrice RSE d'Air France après un parcours dans les ressources humaines et dans l'expérience client. Et moi, Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs historiques de KPM et aussi cofondateur de KPM Impact qu'on a créé il y a maintenant un peu plus d'un an. Juste deux mots sur KPM avant de rentrer dans notre sujet. KPM, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, on est des experts du diagnostic des expériences clients et collaborateurs. Notre spécificité, c'est de partir des verbatims. On travaille systématiquement à partir des verbatims des clients ou des collaborateurs que vous avez déjà dans vos enquêtes ou qu'on va chercher avec des interrogations spécifiques. On a une originalité dans la méthode sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, sans vous abrutir de méthodologie, bien sûr, mais on est capable de déceler des intensités de discours. Quelle est l'intensité du discours d'un promoteur? Quelle est l'intensité du discours d'un détracteur en fonction de différents thèmes? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis, dans les livrables phares qu'on a mis sur le marché, il y a le tracker, et je vous montrerai des exemples de ça, qui est un véritable outil de pilotage de l'expérience des clients, avec une modélisation de l'expérience des clients ou des collaborateurs. Et l'autre livrable phare, on a beaucoup travaillé aussi sur le tracker miroir, qui met en miroir clients et collaborateurs, quand on met en miroir l'expérience des clients et l'expérience des collaborateurs. Mais aussi, ça peut être l'expérience des managers et des collaborateurs, ça peut être le front et le back-office, etc., etc. La logique de miroir peut prendre différentes formes, bien sûr. Ça fait 18 ans qu'on existe, mais ça fait que 9 ans qu'on a compris qu'on pouvait faire des modélisations. Depuis, on n'a pas chômé, puisque vous voyez qu'en 9 ans, on a fait plus de 900 modélisations. Mais ça, c'est juste pour vous dire un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Et voilà un peu la liste des entreprises pour lesquelles nous avons fait des travaux de modélisation ces 9 dernières années. Vous voyez qu'il y a plein d'entreprises que vous connaissez, il y a peut-être la vôtre. Il y a des grands groupes, il y a des plus petites entreprises. Il y a ce qu'on appelle aussi des champions d'expérience client ou d'expérience collaborateur, bref, pas mal d'entreprises différentes, dans des secteurs différents aussi. Globalement, de tout ça, on avait un peu réfléchi en chambre ces derniers temps et on est arrivé à définir notre raison d'être. Et pour nous, notre raison d'être, c'est de rendre les entreprises sensibles. Alors, avec KPM, ça fait 18 ans qu'on essaye de rendre les entreprises sensibles à leurs clients, qu'on les aide à parfois même se ressensibiliser à leurs clients. Elles ont parfois perdu un petit peu de sensibilité à l'endroit de leurs clients. Et notre travail, au-delà des travaux très concrets, mais la mission qu'on a, c'est vraiment de les rendre plus sensibles. On a créé KPM RH il y a 7 ans maintenant, avec l'idée de rendre les entreprises, elles aussi, encore plus sensibles à leurs collaborateurs. On a créé KPM Impact avec Nathalie il y a un peu plus d'un an pour effectivement sensibiliser les entreprises, pas seulement à leurs clients et à leurs collaborateurs, mais aussi à toutes leurs parties prenantes et bien sûr à la planète et à l'environnement plus globalement. Et c'est toute la logique de KPM Impact qui est vraiment dans le propos du jour aujourd'hui. C'est comment est-ce que la RSE va s'incarner dans l'expérience des clients et des collaborateurs. On va revenir dessus. Et puis plus récemment, on a créé KPM Next avec l'idée d'accompagner les entreprises, au-delà des diagnostics qu'on posait, d'accompagner les entreprises sur la mise en place de plans d'action, sur le développement de la culture de la culture client en interne, voilà, sur des thématiques comme ça. Cette idée de comment j'aligne un COMEX, comment j'embarque les collaborateurs derrière un diagnostic qui est posé, c'est tout ce que fait KPM Next, avec lequel on s'est associé avec Thierry Spencer. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, on souhaitait partager avec vous quelques constats et quelques états des lieux. Si vous êtes aujourd'hui réunis pour ce Pépite Café, c'est que vous êtes convaincus, comme nous, que l'attention en matière de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, n'a jamais été aussi forte et que finalement, au fil des crises que nous traversons, que ce soit la crise Covid, la crise climatique ou encore la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s'ensuit, la RSE s'est réellement imposée comme un impératif. Depuis quelques années, il y a une véritable prise de conscience de la part de la société et des attentes qui s'expriment de façon très forte pour que l'ensemble des acteurs, et notamment les entreprises et les marques, s'emparent de ce sujet, ce qui finalement exige des entreprises des changements de business model, mais aussi des changements de posture à la fois rapides et profonds. Alors, ces tendances fortes s'expriment finalement tant chez les clients que chez les collaborateurs et peuvent s'illustrer
par ces deux chiffres assez marquants. Le premier qui est 83%. 83% des Français attendent des marques des engagements concrets liés à leur activité. Et du côté collaborateur, 71%, 71% des collaborateurs, des entreprises souhaitent s'investir davantage dans les actions pour améliorer l'impact social et environnemental de leur entreprise. Au-delà de ces premiers chiffres, on voit aussi une accélération extrêmement forte de ces tendances, notamment au travers de ce chiffre qui est particulièrement marquant et qui vient d'une étude publiée dans la Harvard Business Review et qui montre qu'il y a une accélération très forte puisqu'en 2022, 60% des clients estiment finalement que leur priorité change en fonction des événements mondiaux et que d'ailleurs presque le même nombre aussi se déclarent avoir complètement réévalué leurs objectifs de vie et leurs valeurs en 2022 alors qu'ils n'étaient que 50% en 2021. Aussi, à partir de ces chiffres, on comprend, on pressent que finalement, la RSE, l'expérience… Effectivement, c'est intéressant d'avoir ces chiffres et ça vient confirmer une intuition profonde que nous, on avait, une conviction profonde qu'on a chez KPM, c'est que l'expérience client va muter assez rapidement. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous en train de travailler des expériences fluides, sans couture, et il y a beaucoup de patrons de l'expérience client ou des patrons de la relation client qui essayent de travailler ces expériences fluides et sans couture, ce qui n'est déjà pas toujours évident. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus avancés, qui ont bien compris à quel point une expérience client sans émotion, ça n'avait pas beaucoup de valeur. Donc, ils se mettent en position sur les moments clés de générer des émotions très positives chez les clients et de donner à la main de leurs collaborateurs les possibilités de créer ces émotions très positives chez les clients. Ça fait référence à un autre webinaire qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Mais surtout, demain, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous faites là, une expérience sans couture, une expérience fluide, aussi émotionnelle que soit cette expérience, aussi fluide qu'elle soit, demain, si elle ne rencontre pas les critères RSE des clients, votre expérience sera nulle et non avenue. Et c'est ça qui est très important. Il faut comprendre que demain, l'expérience devra nécessairement, mais impérativement, être une expérience responsable, une expérience qui intègre ces critères. C'est capital et c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui, c'est comment on se prépare à ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, un peu comme une espèce d'injonction, un petit peu, que demain se prépare aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, il faut commencer à jeter dès aujourd'hui les bases de cette expérience responsable. Si vous voulez la préparer, si vous voulez être prêt le jour où les consommateurs seront intransigeants sur ces critères-là, et l'intransigeance commence déjà à monter. Alors, le premier enjeu, c'est effectivement d'abord de rendre visible. Alors, rendre visible parce que malgré les constats, malgré les chiffres qu'on vous a énoncés, on s'aperçoit dans le cadre des enquêtes et des études que l'on mène qu'il y a encore extrêmement peu d'expressions spontanées sur les thématiques de la RSE. En effet, dans nos études de recommandations clients, de satisfaction client, à peine 2% au maximum de propos spontanés remontent sur ces thématiques. Et quand on regarde nos études d'engagement collaborateur, c'est de la même façon jusqu'à 13% parmi les entreprises qui sont les plus engagées de propos spontanés qui remontent des collaborateurs sur ces sujets-là. Alors, un autre constat qui va dans le même sens sur ce manque de visibilité, sur ce manque de concret, nous avons lancé une grande enquête sur les Français, les marques et la RSE que nous avons menée auprès de 2000 Français pour les interroger sur leur perception des initiatives RSE des marques. Et finalement, on s'est retrouvé avec un Français sur 4 totalement incapable de citer une action responsable qu'il aurait vécue récemment de la part d'une entreprise ou d'une marque. Soit qu'ils disent qu'ils n'en ont aucune à l'esprit, soit qu'ils disent que finalement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de communication autour des engagements des marques dans les publicités ou
dans les discours, mais que finalement, rien ne redescend réellement et rien n'est finalement remarqué. Ou le deuxième verbatim qui est mentionné, malheureusement, je n'ai aucun exemple, c'est bien dommage, cela signifie qu'il y a encore beaucoup à faire. Du coup, il y a un impératif ici, c'est la nécessité d'une interrogation spécifique des clients et des collaborateurs. Si j'interroge le client spontanément sur son expérience client, Nathalie vous l'a dit, les thématiques RSE ne remontent pas spontanément comme ça, ou elles remontent de façon extrêmement sporadique. Chez les collaborateurs, il faut vraiment être dans des entreprises extrêmement engagées pour avoir un début de discours un peu structuré sur ces questions RSE. Donc, ça veut dire que spontanément, ça ne remonte pas assez. Et donc, du coup, vous n'avez pas les billes pour vraiment comprendre où est-ce qu'il faut injecter, faire des efforts, mettre en valeur certaines initiatives RSE. Donc, ça nécessite une interrogation spécifique au-delà de l'interrogation sur la qualité de l'expérience vécue par le client ou le collaborateur. Il faut les interroger spécifiquement là-dessus. Il faut les interroger de façon à pouvoir répondre à ces questions que forcément, quand vous allez commencer à intégrer des initiatives RSE, tout un pan RSE dans l'expérience que vous allez essayer d'enrichir l'expérience client que vous avez avec toutes ces initiatives RSE, il faudra forcément se poser des questions sur quelles initiatives je mets en avant, qui sont déjà dans mon entreprise, quelles sont celles que je dois mettre en avant, celles sur lesquelles je dois communiquer, bref, voilà. Et donc, forcément, les questions que vous allez vous poser seront celles-ci. Parmi vos actions RSE, se demander quelles sont celles que vos clients ou vos collaborateurs perçoivent, expérimentent au quotidien, apprécient, quelles sont celles qui les engagent, c'est extrêmement important déjà parce que là-dessus, vous allez pouvoir construire. Quelles sont celles importantes, par contre, qui ne sont pas perçues par vos clients ou vos collaborateurs, sur lesquelles vous engagez beaucoup d'argent ou beaucoup de moyens et qui ne sont absolument pas perçues. Donc, forcément, c'est intéressant de comprendre ça. Quelles sont les situations qui sont vécues en décalage avec les promesses ou en inadéquation face aux attentes? Globalement, les manquements, c'est-à-dire on dit des choses et puis on fait autre chose à côté et les clients ou les collaborateurs peuvent le percevoir et le dénoncer d'une certaine façon. Quels sont les sujets émergents ou les signaux faibles qui seront les enjeux de demain et qu'on peut déceler dès aujourd'hui? Et globalement, comment donner plus d'impact, comment donner plus, je dirais même, de visibilité aux différentes actions RSE et dans le panel d'initiatives RSE de l'entreprise, quelles sont celles que vous voulez mettre en avant, quelles sont celles que vous voulez promouvoir, presque, je dirais, auprès de vos clients, voire des collaborateurs. Du coup, pour répondre à toutes ces questions et pour répondre à cette question d'enrichissement et de préparation de cette expérience client responsable qui va arriver très vite, voilà l'approche qu'on vous propose. L'idée, c'est d'avoir une interrogation donc spécifique là-dessus. C'est d'abord l'idée de promouvoir, d'arriver à déterminer un indicateur, sur une méthode de NPS, d'avoir un impact promoter score, avec une question finalement qui ressemble beaucoup à des questions que vous connaissez, vous, dans le domaine de l'expérience client. Lorsque vous repensez à l'expérience que vous avez de nos services et de nos produits, sur une échelle de 1 à 10, recommanderiez-vous X, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle vous travaillez, à votre entourage pour ses actions face aux enjeux environnementaux, sociaux et face aux grandes causes de société? C'est évident qu'on ne peut pas dire RSE parce que le grand public ne comprendra pas. Tous les collaborateurs, peut-être, mais on n'est même pas sûr. Donc, globalement, on a déjà testé cette question et on sait que cette question fonctionne très bien et que les clients ou les collaborateurs répondent parfaitement aux enjeux RSE quand on leur pose cette question sur enjeux environnementaux, sociaux et face aux grandes causes de société. On leur demande une note, ce qui nous permet d'avoir un impact promoter score, et derrière, on leur demande un verbatim pour justifier tout ça. Et puis, parce qu'on a vu que cette question-là pouvait donner des propos un peu génériques, on a besoin d'aller dans un peu plus de détails. Et au-delà de cette question-là, on va poser 2 questions supplémentaires à vos clients. Première question, c'est lorsque vous repensez à l'expérience que vous avez de nos services et de nos produits, quelles sont les actions que nous menons qui répondent particulièrement bien à vos attentes ou à vos exigences face aux enjeux environnementaux, sociaux et grandes causes de société? Et là, on va récupérer ce que les clients perçoivent comme des actions spécifiques qu'ils apprécient tout particulièrement et ils vont nous expliquer pourquoi, ce qui va nous donner beaucoup de matière sur quelles sont les initiatives qui sont notées, comment elles sont commentées, de quelle façon, etc. Et puis, forcément, il y a l'aspect positif des choses, mais il y a forcément le pendant plus critique. Et c'est important de les interroger aussi là-dessus. Et on leur pose la même question, toujours en repensant à l'expérience. Quels sont au contraire les manquements ou décalages que vous avez constatés face aux enjeux environnementaux, sociaux et grandes causes de société, ce qui va nous permettre là aussi de comprendre qu'est-ce que les clients perçoivent comme les choses qui sont insuffisantes, les choses qui sont en décalage, les choses qui sont incohérentes. On va revenir sur tout ça. Et là aussi, on va avoir des éléments qui vont pointer du doigt avec des explications, bien évidemment. De ça, pour ceux qui le connaissent, on est capable de produire ça. Vous savez notre spécificité, c'est de transformer des verbatims en parcours. Voilà typiquement un parcours. Rapidement, mais à 200 à l'heure,
Comment ça fonctionne? En haut, vous avez tous les touchpoints du parcours qui viennent des verbatims. Les barres bleues, les barres rouges représentent les notions d'intensité de discours. Donc, l'intensité de discours des promoteurs, ce sont les barres bleues. L'intensité du discours des détracteurs, ce sont les barres rouges. Plus les barres bleues montent haut, plus les promoteurs sont enchantés quand ils nous parlent de cette thématique. Plus les barres rouges sont profondes, plus ça veut dire que les détracteurs sont remontés comme des pendules quand ils nous parlent de ce manquement ou de cette insuffisance. Il y a une vraie frustration qui s'exprime. Et puis, vous avez des bulles d'occurrence en bas qui représentent le pourcentage de clients qui nous parlent spontanément en positif ou en négatif de cette thématique. Et surtout, le dernier élément qui est le plus important, c'est ce petit bonhomme jaune qui représente le point d'équilibre entre le discours positif et le discours négatif des clients sur chaque touchpoint, avec une lecture très simple. Si le bonhomme est dans le bleu, c'est que le discours positif est dominant. Si le bonhomme est dans le rouge, c'est que le discours négatif est dominant. Et le bonhomme, c'est comme un curseur sur chaque barre qui représente votre niveau de satisfaction. Si le bonhomme est tout en haut du bleu, c'est qu'on n'a que du discours de satisfaction. Si le bonhomme est tout en bas du rouge, c'est qu'on n'a que du discours de satisfaction. Donc le bonhomme, c'est l'élément clé pour comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur chaque thématique. Du coup, par rapport à ça, c'est ce que je vous propose, c'est la grille de lecture qu'on en fait derrière. Une fois qu'on a adressé ce qu'on appelle ce tracker, nous, cette modélisation de l'expérience RSE, à partir des verbatims qu'on vient de collecter, eh bien, on va voir différents cas de figure. Premier cas de figure, il y a l'initiative RSE qui est plébiscitée par vos clients. Et vous comprenez bien pourquoi. Regardez, une grosse occurrence, une grande barre bleue, un bonhomme très haut dans la barre bleue. Globalement, c'est une chose sur laquelle les clients sont quasi unanimes pour dire qu'ils adorent cette initiative. Ils sont nombreux à en parler, ils sont extrêmement positifs. Forcément, c'est une initiative sur laquelle vous devez communiquer, mettre bien sûr beaucoup de poids parce qu'elle est aujourd'hui extrêmement bien perçue et souvent très perçue par un grand nombre de clients. Deuxième cas de figure qu'on va déterminer dans ces cas de figure, c'est ce qu'on appelle la controverse. Pourquoi la controverse? Parce que, vous voyez, on a typiquement, c'est l'initiative RSE que vous lancez, qui rencontre beaucoup de succès, en tout cas qui fait beaucoup de bruit, qui est très noté par beaucoup de clients. Vous voyez qu'il y a beaucoup de clients qui la notent, quasiment un client sur deux. Par contre, comme on est dans une action de lancement, ce n'est pas étonnant de voir que le bonhomme est dans le rouge, parce qu'on sait qu'en matière d'initiative RSE, quand les initiatives sont lancées, Nathalie reviendra là-dessus, il y a une suspicion de défiance, mais une suspicion qui est absolument phénoménale. Et donc, c'est très logique que dès qu'on lance quelque chose, le discours critique, le discours de suspicion, le discours de défiance l'emporte sur le discours positif. Donc, être là-dessus, quand on lance une initiative RSE, un bonhomme en rouge, ce n'est pas étonnant. Par contre, ce qui est très encourageant, c'est le fait que déjà, une frange non négligeable de clients sont enthousiastes là-dessus. Et là, vous savez que cette initiative, elle va gagner ses galons, elle va s'installer, elle va gagner sa crédibilité en s'installant dans le temps. C'est en la maintenant dans le temps que vous allez installer cette initiative. Donc, ici, c'est extrêmement important de se dire, ne nous affolons pas, ce n'est pas parce que le discours est critique qu'il faut tout jeter. Bien au contraire, c'est en l'installant dans le temps qu'on va gagner et que petit à petit, le bonhomme va passer de la zone rouge à la zone bleue. Après, il faut comprendre où sont les critiques, peut-être peaufiner tout ça. Voilà ce qu'on peut faire autour d'une controverse, mais on comprend tout à fait le potentiel qu'il peut y avoir là-dessus. Troisième cas de figure, toute petite occurrence, grande barre bleue. On est dans une initiative qui est que vous pratiquez déjà, mais qui est très positivement perçue par vos clients, mais par un nombre très limité de clients. Donc finalement, vous êtes dans quelque chose que vous sous-exploitez. C'est une initiative qui a beaucoup de potentiel et que vous n'exploitez pas assez, que vous ne mettez pas assez en avant. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, mettons ça en avant, faisons-la connaître, promouvons cette initiative, bien évidemment. Quatrième cas de figure, vous voyez le cas de figure, grosse occurrence, toute petite barre bleue, toute petite barre rouge et un bonhomme qui est juste à la ligne de flottaison. Ça veut dire que c'est une action qui est très connue, mais quand elle est commentée positivement, le discours est tout à fait atone. Quand elle est commentée négativement, le discours n'est pas très violent, pas très virulent. On est typiquement dans une action qui a eu son succès il y a quelques années et qui, petit à petit, qui a fait la différence, qui a été très notée, qui est très connue, et qui petit à petit s'est fait rattraper par le réglementaire, qui s'est fait rattraper par les concurrents, et qui a perdu un petit peu, je dirais, de sa superbe, qui a perdu de sa spécificité, qui a perdu du temps d'avance qu'elle avait, elle s'est fait rattraper par tout le monde. Donc la question que vous devez vous poser quand vous êtes en train de gérer ce genre de choses et que vous voulez chercher à enrichir l'expérience de vos clients, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je la laisse mourir de sa belle mort ou est-ce que j'essaye de leur donner une seconde vie
en redynamisant cette initiative, en lui redonnant un élément distinctif par rapport aux concurrents ou par rapport aux réglementaires, en étant mieux disant, en allant plus au-delà de ce que le réglementaire veut, pour lui redonner le temps d'avance qu'elle a eu et qu'elle a perdu aujourd'hui. Et dernier cas de figure, le signal faible, grande barre rouge, toute petite occurrence. C'est comme ça qu'on détecte des manquements émergents, des incohérences qui sont citées par certains de vos clients, qui achoppent de façon assez violente, parce que vous voyez que le discours à la barre rouge est assez profond, donc le discours est assez violent. Heureusement, c'est tout juste émergent, ce que vous indique la faible occurrence. Donc là, qu'est-ce que je fais pour embarquer ça? Qu'est-ce que je fais pour éviter que ça se propage? Qu'est-ce que je fais pour répondre très vite à cette attente émergente et à ce signal faible? C'est toute la question que vous devez vous poser là-dessus, bien évidemment. Vous voyez qu'à travers ces 5 cas de figure, vous comprenez bien qu'il y a aussi une notion de cycle de vie de l'initiative RSE. Et c'est comprendre où se situe et à quel stade se situe cette initiative. Et bien évidemment, ça vous permet de mieux piloter ça et de mieux comprendre quelles sont les initiatives RSE sur lesquelles vous devez vous focaliser de façon à venir enrichir et construire l'expérience client responsable que vous voulez construire pour demain. Du coup, par rapport à tout ça, et je vous en ai parlé à travers la controverse, il faut comprendre qu'il faut vaincre la défiance. Alors vous, en général, patron de la relation client ou patron de l'expérience client, la défiance, vous la connaissez, parce que vous connaissez cette défiance du client, vous l'avez vu monter depuis 10 ans, vous y êtes déjà habitué. J'y étais habitué, on a beaucoup théorisé chez KPM sur la défiance. Quand on commence à travailler sur la RSE, c'est incroyable de voir à quel point cette défiance, elle est démultipliée. Elle est incroyable. Et je vais laisser la parole à Nathalie, mais vous comprenez bien que la suspicion du greenwashing, elle est extrêmement prédominante, et c'est forcément à ça qu'il faut s'adresser, et c'est ça certainement qu'il faut vaincre. Alors effectivement, on souhaitait partager avec vous un certain nombre d'enseignements de notre enquête RSE sur les Français, les marques et la RSE auprès de 2000 Français. Donc, nous avons analysé cette étude avec une expression totalement spontanée de nos interviewés, en leur demandant de nous dire quelles sont les initiatives finalement RSE des marques qui les marquent le plus et qu'ils ont appréciées, ou à contrario les manquements qu'ils ont pu effectivement identifier. Alors, on voit que le premier enseignement, c'est qu'effectivement, la gouvernance est finalement la thématique la plus critiquée, avec une défiance profonde sur les marques et un soupçon finalement d'insincérité de leurs engagements et de leur stratégie RSE, avec une accusation claire de greenwashing. Donc, ça témoigne dans les deux verbatims que l'on vous a cités. Elles sont nombreuses à avoir surfé sur la vague Covid pour avant tout gagner beaucoup d'argent, souvent au mépris de la santé de leurs salariés, ou encore ce deuxième verbatim qui cite que toutes s'y mettent et en font la publicité à des fins marketing et font quasiment tout pareil. Donc on voit bien que la publicité, la communication ne suffit plus pour convaincre vos clients. Toujours sur ce thème de la défiance, il y a aussi un réflexe assez facile d'amalgame, finalement, de mettre toutes les entreprises d'un même secteur dans le même sac et de considérer que toutes font mal et font comme la pire des entreprises. Donc, c'est toutes les entreprises Internet qui favorisent les transports, la pollution, c'est toutes les marques de véhicules électriques qui pollue bien plus que les voitures essence. C'est le monde du luxe qui est englobé dans un même impact. Et enfin, toutes les chaînes de magasins qui font fabriquer les vêtements dans les pays pauvres en raison du prix de la main-d'œuvre et qui sont suspectés de le faire au détriment des droits humains. Mais fort heureusement, le côté positif et optimiste, c'est que quand les entreprises finalement développent des initiatives RSE qui sont visibles et perçues par leurs clients, il y a réellement une possibilité de se différencier et de sortir du lot, d'où l'importance de développer et d'ancrer finalement vos initiatives RSE au plus proche de l'expérience de vos clients. Un deuxième enseignement, c'est le défi de la cohérence.
finalement, on voit bien que pour vaincre le sujet de la défiance, la cohérence devient absolument clé. Et finalement, être cohérent de bout en bout devient un véritable gage de crédibilité. Et on va vous l'illustrer au travers de 3 exemples qui sont ressortis dans notre enquête. Donc, le premier, c'est finalement l'identification de moments clés. On s'aperçoit qu'il y a aussi des moments de vérité dans l'expérience RSE. Et donc, notamment, un des moments qui cristallise finalement le sujet de la RSE, c'est le sujet de la livraison. Donc, on l'a vu dans l'enquête, ce moment est extrêmement scruté par les clients. Il est très critiqué parce que finalement, il vient mettre en exergue des points d'attention et des points importants pour les clients, à la fois sur des sujets d'emballage, sur des sujets de la pollution des transports et même jusqu'au sujet des droits des travailleurs. Et finalement, le fait de bien ou mal gérer cette étape, notamment cette étape de la livraison, en dit beaucoup pour les clients sur la réelle prise en compte globale de la RSE par la marque de bout en bout. Et même si parfois c'est un sujet qui est complexe, puisque souvent c'est une étape qui est totalement sous-traitée et qui n'est pas prise en interne, le fait de se préoccuper jusqu'au bout du processus d'achat et de cette étape de livraison est un élément extrêmement clé et qui est une preuve de cohérence. Et je trouve intéressant, pour rebondir sur ce que dit Nathalie, regardez les exemples. On voit bien que c'est des détails qui sont mal maîtrisés finalement par les entreprises. Les lessives en feuille pour l'écologie, l'envoyer sous enveloppe plastique et plus plastique, et tout est par terre. Enfin, je veux dire, voilà. Les camions de livraison qui laissent leur moteur tourner pendant toutes les livraisons, et là aussi, tout est foutu. Carton volumineux et plusieurs livraisons pour une commande commune. Pourquoi ne pas mettre tous les articles dans le même carton et éviter toutes ces livraisons un jour sur deux? On est vraiment dans des choses que les entreprises ne maîtrisent pas aujourd'hui. Et quand on parle d'expérience client responsable, c'est des détails qu'il va falloir. Ce ne seront plus des détails. Ça peut paraître des détails aujourd'hui, ça ne le sera plus demain. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est véritablement là. Et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais si ça achoppe là-dessus, ça sera mort. Donc, c'est véritablement ça l'enjeu. Le deuxième exemple, c'est finalement la visibilité de ce qui se passe en coulisses. On le voit, on peut donner une jolie façade devant le client, on peut effectivement leur demander d'adopter des comportements vertueux, mais si derrière les choses ne sont pas suivies des faits, cela enlève finalement toute crédibilité aux engagements. Et donc, ce qu'on a appelé la visibilité de l'arrière-boutique, puisque finalement, on s'aperçoit que les clients savent tout, voient tout, même ce qui se passe derrière. Donc, c'est notamment le cas, et ce qui nous est remonté de façon assez importante sur, par exemple, le sujet du tri sélectif. Quand on va demander aux clients de faire le tri, mais que derrière, ils s'aperçoivent que finalement, l'agent d'entretien va jeter les poubelles au même endroit. Donc, ça crée une déception absolument énorme. Ou encore des sujets, même sur des agences bancaires qui finalement préconisent des enjeux environnementaux et des actions environnementales, mais qui laissent leurs locaux allumés toute la nuit. Bon, on espère qu'avec les enjeux de sobriété énergétique, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et enfin, le troisième exemple, c'est finalement la cohérence des initiatives de bout en bout du parcours client qui peuvent parfois interroger sur la lisibilité et sur la crédibilité de la démarche. Un exemple qui remonte d'un client d'une ancienne de décoration qui était dithyrambique sur son expérience et sur son parcours client, mais qui dit finalement, seul point noir pour moi, je ne comprends pas les dons, c'est-à-dire les arrondis en caisse qui sont demandés pour protéger les forêts, et le suremballage qui suit. Donc aussi une forme d'incohérence et parfois des initiatives qui peuvent mettre les collaborateurs en difficulté, ceux qui déploient les initiatives de leur entreprise ou de leur marque, comme cet exemple qui est, je trouve, extrêmement parlant, qui remonte d'un collaborateur d'une agence bancaire et qui dit proposer des crédits verts et imprimer les contrats pour les faire signer,
j'ai vraiment l'impression d'être un escroc. Et on voit bien à quel point il est inconfortable avec tout ça, bien évidemment. Troisième enseignement qu'on souhaitait partager avec vous, c'est l'importance aussi de créer une proximité de valeur avec les clients. Alors, on l'a vu dans notre enquête, finalement, quand les clients s'expriment sur les initiatives RSE, ils vont d'abord nous parler de façon la plus importante, en l'occurrence, des sujets environnementaux. Mais on voit que le sujet qui va les engager le plus positivement et sur lequel on va avoir un discours positif le plus fort, c'est bien la thématique sociétale. Puisque le bonhomme est très haut dans la barre bleue, comme vous pouvez le voir, voilà. C'est le bonhomme le plus haut. Absolument. Et donc finalement, ces sujets sociétaux et le fait de choisir ses causes et de choisir ses engagements répond à la quête de sens, à la quête d'utilité de vos clients qui souhaitent effectivement aussi être dans la contribution et le fait que leurs achats, que leur portefeuille, que leur pouvoir d'achat puisse servir utilement leurs valeurs et leurs convictions. Alors, c'est par exemple les sujets des causes liées aux femmes qui ont été très fortement plébiscités dans le cadre de notre enquête, donc notamment tout ce qui est lié aux violences conjugales, aux règles, au cancer du sein. On voit aussi que ce sont des thématiques qui, il y a quelques années, étaient un peu tabous, mais qui, aujourd'hui, quand elles sont portées par les entreprises et quand ça fait sens par rapport à l'activité de l'entreprise, sont extrêmement engageantes. Donc finalement, créer cette proximité de valeur entre les marques et les clients, c'est aussi au travers du soutien aux associations et de pouvoir contribuer à une solidarité beaucoup plus forte, notamment particulièrement engageante quand il s'agit d'aider finalement les plus démunis, donc d'être dans cette forme de solidarité et de partage, ou encore qui concerne les personnes les plus fragiles et les clients les plus fragiles. Donc finalement, conviction et valeur, on voit que c'est un élément aussi extrêmement fort de recommandation et qui permet d'associer une convergence entre marque client et marque employeur. Si on prend ce chiffre qui vient du baromètre Edelman de la confiance 2022, 58% des clients sont prêts à choisir une marque et la recommander pour ses convictions et ses valeurs. Donc, vous voyez à quel point c'est important pour ancrer la fidélité et la recommandation des clients et valoriser sa marque. Et 60% des collaborateurs se disent prêts à choisir un employeur en fonction de ses convictions et de ses valeurs aussi. Donc ça me fait une parfaite transition pour aborder le dernier enseignement que l'on souhaitait partager avec vous, issu de notre enquête, c'est finalement l'impérieuse nécessité d'embarquer vos collaborateurs et de faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Alors, on le voit dans l'enquête que nous avons menée, on interrogeait aussi les collaborateurs sur les initiatives RSE de l'entreprise auxquelles ils appartiennent. Et finalement, on a vu que les collaborateurs sont moins suspicieux que les clients quant à la stratégie et aux engagements qui sont portés par leurs entreprises. Donc, beaucoup moins de suspicion d'insincérité ou de greenwashing. Mais pourtant, ils s'avèrent extrêmement sévères et plus sévères que les clients sur les manquements, notamment les manquements en matière environnementale. Hein, vous le voyez sur la première barre, la position du bonhomme fortement dans le rouge et un sujet très largement commenté. Parce qu'ils arrivent à pointer finalement les incohérences entre les orientations affichées par les entreprises et les manquements qu'ils perçoivent, les incohérences qu'ils perçoivent dans leur expérience collaborateur au quotidien. Donc finalement, quand la RSE n'est pas complètement intégrée dans la culture et dans l'expérience collaborateur, cela peut créer
un sentiment effectivement difficile, voire mettre vos collaborateurs en difficulté vis-à-vis de vos clients, comme on a pu le voir dans l'exemple précédent, notamment sur les crédits verts. Oui, c'était là. C'est pas grave. Donc finalement, on voit aussi que, par contre, quand des stratégies RSE sont bien déployées, bien expliquées, bien comprises, quand vos collaborateurs sont alignés avec la stratégie RSE de son entreprise, c'est un vecteur finalement extrêmement fort, tant de recommandations et de valorisation de la marque tout court et des produits et des services qu'elle peut proposer. C'est ce qui est exprimé dans le premier verbatim que l'on vous a présenté là. De la même façon que c'est un vecteur extrêmement fort aussi de recommandation et de valorisation de la marque employeur. D'où l'intérêt effectivement d'embarquer les collaborateurs, de renforcer leur capacité à pouvoir intervenir à la fois en interne de l'entreprise en tant que contributeur bien sûr des stratégies RSE, mais de façon encore plus forte de les mettre en position d'être finalement les meilleurs ambassadeurs de la stratégie RSE de vos entreprises et de vos marques. Je dirais que c'est d'autant plus important ce point-là que le collaborateur ambassadeur de votre politique RSE, de vos initiatives RSE, c'est certainement de tous celui qui est le plus à même de triompher de la défiance ressentie par les consommateurs. Parce que quand on a des interactions one-to-one entre individus, il y a beaucoup plus de confiance qui se crée que quand c'est l'entreprise, la grosse entreprise qui communique sur ses initiatives RSE, qui est suspectée, on l'a vu, via sa gouvernance de greenwashing, etc. etc. Quand c'est le collaborateur qui parle de ça de façon spontanée et avec une certaine fierté, c'est extrêmement convaincant pour les clients. Donc, faire de vos collaborateurs des ambassadeurs, c'est aussi un des meilleurs moyens, de les embarquer, mais aussi de triompher de la défiance et de convaincre vos clients que ce que vous le faites avec sincérité, vous le faites avec attention. Et voilà, donc c'est aussi ça l'enjeu, de convaincre vos collaborateurs, de les embarquer et de leur donner les billes pour être capable de tenir un vrai discours vis-à-vis des clients sur les différentes initiatives RSE que vous portez. Alors pour ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on veut raconter à nos collaborateurs, comment est-ce qu'on veut les embarquer là-dedans. Pour ça, il n'y a pas de 36 solutions, il faut aussi les interroger eux. Alors voilà le questionnement qu'on a nous mis en place. On va trouver vos collaborateurs et on leur pose tous la question, quelle est l'action prise par votre entreprise en réponse aux enjeux environnementaux, sociaux, aux grandes causes de société que vous seriez particulièrement fiers de raconter à un client. Et on est vraiment dans le rôle du consommateur, du collaborateur ambassadeur. Est-ce qu'il y a des initiatives qu'il a la fierté à raconter à un client, lesquelles et comment il les raconte et pourquoi ça les rend fiers? Je pense que c'est extrêmement intéressant parce que c'est un terreau sur lequel vous allez pouvoir vous reposer et sur lequel vous allez pouvoir construire des choses et commencer à se dire, s'ils sont à l'aise pour raconter ça, s'ils sont fiers de le raconter, je vais faire en sorte qu'ils ne sont que 5% à le faire aujourd'hui, ils seront 30, 40%, 50%, beaucoup plus demain, et c'est tout l'enjeu ici. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir le corollaire de ça, le corollaire un peu plus critique, forcément il est un peu plus complexe, qui est au contraire, vous arrive-t-il d'être interpellé par un de nos clients sur certains points précis de notre politique quant aux enjeux environnementaux, sociaux, aux grandes causes de société, et de ne pas savoir quoi lui répondre. Et là aussi, sur quel sujet particulièrement êtes-vous sollicité, que ressentez-vous dans ces moments-là? Et là aussi, c'est passionnant, parce que vous allez avoir des collaborateurs qui vous parlent de situations d'impuissance dans lesquelles ils se font interpeller par des clients, dans lesquelles ils ne savent absolument pas quoi répondre, et globalement, du coup, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on leur donne? Quels sont les éléments d'information? Qu'est-ce qu'on leur donne en main, en tête, pour qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise demain pour répondre à ces interpellations des clients? Je me souviens d'un cas de figure qui, moi, m'a interpellé. J'étais à la SNCF dans un TGV et tout d'un coup, le chef de bord fait une annonce pour dire qu'on a tous bien fait de choisir le train parce que le train, c'est le meilleur moyen de transport le plus écologique et celui qui laisse l'empreinte carbone la plus faible. Donc, tout le monde était ravi d'entendre ça, etc. 10 minutes après, il y a le pauvre gars qui arrive pour récupérer les déchets et là, il se fait interpeller par un client qui lui dit « Quoi, mais vous n'avez qu'un seul sac ?» Et effectivement, il y avait l'idée on mettait tout dans le même sac. Et c'était une interpellation qui était assez violente.
le pauvre gars était complètement désemparé. Et le fait qu'il y ait ce décalage entre l'annonce qui venait d'être faite par le chef de bord et ce que le client voyait était finalement totalement. Voilà, c'est absolument pas cohérent. Et ça met le collaborateur dans une position mais extraordinairement pénible pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il répond dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on l'argumente en attendant qu'il ait un jour deux sacs pour bien distinguer tout ça, bien évidemment. Du coup, en conclusion, quels enseignements pour les directions clients mais globalement, il faut. Oui, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dimension citoyenne des clients devient et sera de plus en plus prédominante. C'est ça le grand enjeu. C'est la tendance de fond de la société qu'on voit. Les entreprises ont été centrées sur les produits, donc la product centricity. Depuis maintenant 10-15 ans, ça dépend à quel rythme elles vont, beaucoup d'entre elles se sont quand même tournées vers le client, la customer centricity. Mais demain, et c'est le grand enjeu, c'est le grand enjeu, et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est impérieux. On va aller vers la life centricity. Et la life centricity, ça va au-delà du client. Le client, c'est pas juste cette personne-là, c'est forcément quelqu'un, c'est un citoyen notamment. Et la dimension citoyenne qu'il y a derrière le client devient extraordinairement, va devenir de plus en plus prédominante. Donc, si on ne s'y prépare pas aujourd'hui, si on n'intègre pas ça aujourd'hui, si on ne prépare pas le terrain, si on ne commence pas à mettre des marqueurs en matière de RSE et si on n'est pas extraordinairement vigilant sur la cohérence de l'expérience qu'on fait vivre aux clients, etc., on va aller, ça va être compliqué derrière. Et ça se prépare dès maintenant parce que c'est des trucs qui prennent du temps. Ça prend du temps à s'installer. C'est ce qu'on a essayé de vous expliquer avec les initiatives RSE qui prennent du temps. C'est long, ça gagne sa légitimité avec les années, avec le temps, etc., etc. Donc ça se prépare dès maintenant et c'est ça le grand enjeu. Et puis pour une expérience client responsable, nos derniers conseils, mesurez ce qu'on vous dit dès aujourd'hui la perception de l'initiative RSE auprès de vos clients, mais aussi certainement auprès de vos collaborateurs. Travaillez les points d'impact RSE au cours de vos parcours clients. Où est-ce qu'ils sont? Comment ça se passe aujourd'hui, dès aujourd'hui, etc. Mais si vous ne faites pas d'interrogations spécifiques sur ce thème-là, en plus des interrogations que vous conduisez déjà auprès de vos clients sur la qualité de l'expérience que vous leur proposez, il faut avoir une interrogation supplémentaire sur les points RSE, sinon ils n'émergeront pas encore assez spontanément. Or, il faut qu'ils émergent aujourd'hui pour préparer demain. Choisissez vos combats. C'est tout le travail qu'on vous propose aussi de sélection des combats. Quelle initiative on met en avant, pourquoi, comment, etc. etc. À quel cycle de vie, à quel stade du cycle de vie elle en est, cette initiative. Donc, choisissez vos combats en lien avec les enjeux de votre activité et puis votre ADN. Il y a des choses qui seront parfaitement en adéquation avec votre ADN, avec votre activité. C'est forcément des choses sur lesquelles vous devez mettre, bien sûr, une grande emphase. Et puis, n'oubliez pas, mettez vos collaborateurs en position de force sur ces sujets. Mettez-les en capacité de répondre aux remarques, aux interpellations des clients. Mettez-les en capacité de promouvoir nos initiatives RSE, qui puissent en parler avec fierté, etc. Un, ça les engage. Deux, c'est eux le vecteur de communication le plus convaincant vis-à-vis de vos clients. C'est évident.